بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Nous venons de parler des transformations canoniques et des fonctions génératrices. Maintenant, on va continuer les exemples, mais avant de parler des exemples, on va introduire le crochet de poisson dans les transformations canoniques. En résumé, lorsque une transformation des anciennes variables vers de nouvelles variables est une transformation canonique, alors les propriétés des variables, des anciennes variables, sont aussi valables pour les nouvelles variables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les nouvelles variables vérifient cette équation-là, qui justifie donc que les nouvelles variables sont canoniquement conjuguées et ce sont aussi des variables canoniques. Et que toute transformation canonique, le crochet de poisson est invariant par rapport aux anciennes ou nouvelles variables. Si la transformation QP vers QP ici est une transformation canonique, alors le crochet de poisson entre f et g dans les variables QP est égal au crochet de poisson de f et g dans les variables QP. Donc, trois choses à retenir pour le crochet de poisson. C'est que les propriétés des anciennes coordonnées sont aussi valables pour les nouvelles coordonnées et que le crochet de poisson pour les nouvelles coordonnées vérifie la canonicité de ces nouvelles variables et que le crochet de poisson de toute fonction, le crochet de poisson qui est exprimé dans les anciennes ou dans les nouvelles variables, elle est conservée. Conservation du crochet de poisson par la transformation canonique. Bien. Alors, exercice du chapitre. On va prendre un système à 2 degrés de liberté. Donc, la dimension de l'espace des phases, c'est 4. Soit une génératrice G2, c'est-à-dire qui dépend des anciennes coordonnées et des nouvelles et des nouveaux moments. Il s'écrit alors sous la forme suivante: G2 de QP est égal à Q1 facteur de P1 moins plus P2 plus Q2 fois P2. Donc c'est une fonction des anciennes coordonnées et de nouveaux moments. Il est facile d'obtenir qu'elle génère la transformation qui est complètement canonique suivante. La relation qui donne les expressions des autres coordonnées, des autres variables, sont les relations suivantes. Donc, je peux commencer par exemple par Q. Je mets Q1 est égal à petit Q1 parce que Q1 est égal à la dérivée de G2 par rapport à grand P1. Et j'obtiens donc Q1. Et Q2, c'est la dérivée de G2 par rapport à P2. Quand je le dérive par rapport à P2, j'obtiens alors Q1 plus Q2. Et P1, c'est la dérivée de G2 par rapport à Q1. J'obtiens donc grand P1 plus grand P2. On peut le vérifier tout de suite. Et P2 est égal à la dérivée de G2 par rapport à Q2, qui me donne donc grand P2. Très bien.
La transformation donc s'écrit Q1 égale Q1, Q2 égale Q1 plus Q2, et P1 égale P1 moins P2, P2 est égal à P2. Très bien. On peut utiliser le crochet de Poisson pour montrer que QIPJ est égal à delta IJ, qui montre donc que la transformation est canonique. Maintenant, regardez bien, je prends une transformation canonique et je cherche la condition qui peut je prends une transformation et je cherche la condition qui montre que c'est la condition sur les fonctions intérieures pour qu'elle soit canonique. Donc la transformation suivante, grand Q est égal à f de Q exponentielle kp, et grand P est égal à g de Q exponentielle moins kp. C'est une transformation. Est-elle canonique et dans quelles conditions? Et on prend le crochet de Poisson entre les nouvelles variables, grand Q, grand P. Le crochet de Poisson est égal à 1 si cette relation-là est vérifiée. Le crochet de Poisson entre grand P et grand Q, je dérive grand Q par rapport à petit q, je trouve f' de Q exponentielle ce terme. Je dérive grand P par rapport à P, donc je vais obtenir moins K fois G de Q exponentielle moins Kp, qui va disparaître avec celui-ci, moins la dérivée de Q par rapport à P, je dérive Q par rapport à P, multiplié par la dérivée de P par rapport à Q. Et j'obtiens donc ce résultat. Il est clair que ce résultat donne que la dérivée par rapport à Q du produit f de Q g de Q doit être égale à moins 1 sur K. Si cette condition-là est vérifiée, alors cette transformation-là est une transformation canonique. Un autre exercice, c'est la rotation d'angle alpha dans l'espace des phases. Alors, il génère la transformation suivante. Cette rotation génère la transformation suivante. C'est-à-dire, grand Q est égal à Q cosinus de alpha moins P sinus de alpha. Et grand P est égal à Q sinus de alpha plus P cosinus de alpha. Le schéma suivant justifie donc cette écriture. On peut la voir à partir de ce schéma. Bien. Montrer que cette transformation est canonique, trouvez la fonction génératrice G1 de cette transformation. Alors, pour montrer qu'elle est canonique, c'est très simple. Je fais le crochet de Poisson entre grand Q et grand P. Je dois trouver donc 1. Quand je développe le crochet de Poisson, j'obtiens ce résultat. Et ce résultat donne donc cosinus carré plus sinus carré de alpha est égal à 1. Automatiquement parce que c'est une relation trigonométrique bien connue. Donc, on peut dire que la transformation est canonique. Soit G1, la génératrice associée à cette transformation. Alors, je sais que P1 est égal à D de G1 sur D de Q1. P est égal à D de G sur D de Q parce que la dimension est égale à 1. Quand je dérive G1 par rapport à Q, j'obtiens P. Alors, et quand je dérive G1 par rapport à grand Q, je vais obtenir moins grand P. Parce que D de G1 s'écrit sous cette forme-là. Alors, maintenant,
À l'aide de la transformation, je cherche P en fonction de grand Q et petit q, et petit p en fonction de grand Q et petit q. Donc parce que la génératrice dépend est une fonction de Q et de petit q et de grand Q. Donc j'ai cherché ces équations-là à partir de la transformation. Et j'écris que P est égal à D de G1 sur D de Q. Et je remplace P par son expression, ici. Et grand P est égal à moins D de G1 sur D de Q. Donc je peux remplacer grand P par son expression. La première relation ici, quand on remplace P par cette équation-là, on obtient ce résultat. Lorsque j'intègre par rapport à petit q, je sais que grand Q est considéré comme constante. J'obtiens donc ce résultat. G1 donc est égal à ce résultat plus f de q, plus une constante qui dépend donc de q, qui éventuellement peut dépendre de q. Bien. La deuxième équation, c'est-à-dire quand je remplace grand P par son expression ici, j'intègre, j'obtiens donc, quand je le remplace, j'obtiens ce résultat. En intégrant, on va trouver G1, ce résultat-là, parce que c'est une dérivée par rapport à grand Q. Donc, petit q étant une constante, donc je vais obtenir G1 est égal à Q au carré cosinus de alpha sur sinus d'alpha moins Q fois Q sur sinus d'alpha, plus une fonction qui dépend donc éventuellement des petits q mésiens. La comparaison entre les deux expressions montre donc que ce f de q va être ce terme et que g de q va être ce terme-là. Alors, G1 serait alors Q au carré plus grand Q, petit q au carré fois cosinus sur sinus moins le produit de l'ancienne et de la nouvelle variable. Donc finalement, G1 est exprimé sous cette forme-là. On peut le vérifier. On peut chercher la transformation à l'aide de G1. Bien, voilà donc pour l'ensemble du cours. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.